Le soleil matinal brûlait déjà fort sur les champs de maïs de Mont-Saint-Jean, au cœur de la Beauce. Il était 7 heures du matin en ce mardi de mai, et le ciel, sans un nuage, promettait une autre journée sèche et chaude, parfaite pour la récolte qui ne pouvait s'arrêter. Au domaine Sainte-Hélène, l'un des plus grands producteurs de la région, l'activité était intense depuis avant l'aube. Des dizaines de travailleurs se préparaient pour une nouvelle journée de labeur, quand le son que personne ne voulait entendre résonna à travers les champs, un grincement métallique suivi d'un silence pesant. La moissonneuse-batteuse John Deere 770, fierté du domaine et responsable du traitement de plus de 800 tonnes de maïs par jour, s'était arrêtée. Ce n'était pas une panne ordinaire, c'était le genre de silence qui faisait geler le cœur de n'importe quel agriculteur. « Non, non !» cria Monsieur Antoine Dubois, le propriétaire du domaine, courant vers la machine immobilisée au milieu de la parcelle. À 58 ans, les cheveux gris ruisselants de sueur et la chemise à carreaux trempée, il avait l'expression de celui qui voyait un cauchemar se matérialiser. Ça ne peut pas arriver maintenant. L'opérateur de la moissonneuse, Jacques Martin, un homme brun de 40 ans avec 20 ans d'expérience, descendit de la cabine le visage pâle. « Patron, elle s'est bloquée d'un coup. J'étais en train de couper normalement quand un bruit étrange a commencé dans le système hydraulique. J'ai essayé de continuer, mais elle a simplement calé. Elle ne démarre même plus. » Antoine monta sur la machine, tenta de la démarrer. Rien, juste un clic sec et le silence. Il descendit, essuya la sueur de son visage et regarda l'horizon. Des milliers d'hectares de cultures mûres attendaient d'être récoltés. Chaque jour de retard signifiait des pertes. Le maïs trop mûr perd de sa qualité. La pluie pourrait arriver. L'usine avait des contrats à honorer. « Appelez le mécano de l'atelier d'ici », ordonna-t-il en essayant de garder son calme. « Et appelez John Deere à Orléans, ça doit être réglé aujourd'hui. » Aujourd'hui, pendant ce temps, à 15 kilomètres de là, dans le petit garage mécanique Leclerc et Filles, à l'entrée de Mont-Saint-Jean, Juliette Leclerc nettoyait ses mains avec un vieux chiffon taché d'huile. À 32 ans, elle avait un corps mince mais fort, comme quelqu'un qui travaille dur tous les jours. Ses cheveux châtains étaient toujours attachés en queue de cheval serrée et ses yeux verts pouvaient identifier un problème mécanique juste au son. Le garage était petit mais impeccablement organisé. Les outils étaient suspendus en ordre, les pièces cataloguées, un calendrier de la coopérative agricole au mur. Dans un coin, une vieille photo délavée montrait un homme souriant à côté d'une petite fille, tous deux couverts de graisse, devant un tracteur vert. « C'est bon, monsieur Roussel », cria-t-elle au client qui attendait dehors. « Votre tracteur est comme neuf, c'était juste la valve du système d'injection qui était encrassée. Mais j'ai nettoyé tout le circuit, changé les filtres et ajusté la pression. Il va tourner comme une horloge maintenant. » Le vieil agriculteur, un homme de presque 70 ans, entra en boitant avec sa canne. « Juliette, ma petite, tu es comme ton père. Que son âme repose en paix. Tu as un don. J'ai amené ce tracteur dans 3 garages avant de venir ici. L'un disait que c'était tout le moteur. Il voulait me faire payer 15 000 €. Un autre parlait de changer la pompe à injection pour 8 000 € de plus. Et toi, une petite demi-heure et c'est réglé. » Juliette sourit, mais il y avait une tristesse ancienne dans ce sourire. Mon père disait toujours « Juju, la mécanique, ce n'est pas apprendre par cœur des manuels, c'est comprendre comment les choses communiquent entre elles. C'est écouter ce que la machine essaie de te dire. » J'ai appris ça dès mon plus jeune âge, monsieur Roussel. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez m'aider à continuer à apporter des contenus comme celui-ci, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Je me bats pour atteindre les 1000 abonnés et chaque abonnement fait toute la différence. C'est rapide, c'est gratuit et vous m'aidez à continuer à partager ces histoires de dépassement et de vie réelle. Cliquez sur le bouton rouge, s'abonner, et activez la clochette de notification. Vous n'imaginez pas ce que cela signifie pour moi. Allons-y ensemble dans cette aventure. Le téléphone du garage sonna. Juliette répondit. « Garage Leclerc et Filles. Bonjour. » C'était Madame Renée Dubois, l'épouse de Monsieur Antoine. « Juliette, la moissonneuse du domaine est tombée en panne.
Antoine est désespéré. Vous ne pourriez pas y jeter un coup d'œil? Juliette sentit son cœur s'emballer. Elle connaissait cette machine. Elle la connaissait bien. Madame Dubois, bien sûr que je peux. J'ai juste besoin de prendre mes outils. Et... Écoute ma fille. La voix de la femme devint étrange, presque embarrassée. Je vais être honnête avec vous. Antoine a déjà appelé le mécanicien principal de la ville et John Deere pour l'assistance technique. Des spécialistes vont venir d'Orléans et même de Paris. Mais je me suis dit, ça ne coûte rien que vous y jetiez un coup d'œil aussi, n'est-ce pas? On ne sait jamais. Juliette déglutit difficilement. Elle comprenait parfaitement ce qui n'était pas dit. Vous pouvez jeter un œil en attendant que les vrais hommes arrivent. J'y vais tout de suite, Madame Dubois. Elle raccrocha, resta un instant immobile, regardant la vieille photo au mur. Son père, Oswald Leclerc, avait été le meilleur mécanicien agricole de la région. C'est lui qui avait tout appris à Juliette. C'est lui qui, avant de mourir il y a 5 ans d'une crise cardiaque foudroyante, avait tenu à lui laisser le garage. « Juju », lui avait-il dit sur son lit d'hôpital, « tu es meilleure que moi, plus intelligente, plus méticuleuse, plus patiente. Mais le monde te mettra plus à l'épreuve aussi. Il y aura des gens qui ne croiront pas en toi simplement parce que tu es une femme. Mais tu me promets, ne cesse jamais de faire ce que tu sais faire. » Tu promets? Elle avait promis. Quand Juliette arriva au domaine Sainte-Hélène, une demi-heure plus tard, au volant de son vieux combi Volkswagen blanc, rempli d'outils, la scène était celle d'un chaos contrôlé. L'énorme moissonneuse-batteuse, John Deere, 777-60, était immobilisée au milieu de la parcelle, entourée d'hommes gesticulant et discutant. Il y avait au moins 15 personnes autour, opérateurs, mécaniciens du domaine, contremaîtres. Elle gara le combi à distance et commença à descendre avec sa caisse à outils quand elle entendit une voix. « Juliette, qu'est-ce que tu es venue faire ici ?» C'était le mécanicien principal de la ville, un homme corpulent de presque 50 ans, au ventre proéminent et à l'air supérieur. Il était là avec 2 aides, tous couverts de graisse, mais sans avoir encore rien résolu. « Madame Dubois m'a appelé pour que je jette un coup d'œil à la machine », répondit Juliette, gardant sa voix ferme. Le mécanicien principal éclata d'un rire sonore. « Madame Dubois vous a appelé ? Écoutez, ma chère, ce n'est pas un tracteur de petit exploitant ici. C'est une John Deere 760. Elle vaut plus de 2 millions d'euros. Elle a un système hydrostatique, une transmission à variation continue, de l'électronique embarquée. Ce n'est pas de la mécanique de garage de bord de route. » Juliette sentit le sang lui monter à la tête, mais respira profondément. « Je sais exactement ce que c'est, et je sais qu'elle est en panne depuis plus de 2 heures déjà. Chaque heure d'arrêt, c'est du préjudice. » Le mécanicien principal se tourna vers les autres hommes autour. « Vous voyez, la demoiselle sait que ça coûte cher. » Des rires. « Écoute, Juliette, tu es gentille, tu répares très bien les petites tondeuses et les vieilles coccinelles de la ville. Mais ici c'est sérieux. Il y a déjà de vrais professionnels qui arrivent d'Orléans. » Monsieur Antoine s'approcha, essuyant sa sueur. Il regarda Juliette avec un mélange de désespoir et d'embarras. « Juliette, je vous remercie d'être venue, mais regardez, j'ai déjà appelé le personnel de l'assistance agréée. Ce sont des techniciens spécialisés, vous comprenez? Ce n'est rien de personnel, mais cette machine est très complexe. Il vaut mieux que vous ne touchiez à rien pour ne pas compliquer davantage. Monsieur Dubois, j'ai juste besoin de 5 minutes pour diagnostiquer, tenta Juliette. Mon père a travaillé avec John Deere toute sa vie. J'ai grandi. Fichez le camp, bonne à rien. La voix tonna derrière elle. Juliette se retourna. C'était Romain, le fils d'Antoine, 28 ans, fraîchement diplômé en gestion d'entreprise et revenu 6 mois plus tôt pour moderniser le domaine. Grand, avec des lunettes de soleil chères et une chemise de marque, il avait cette arrogance typique de ceux qui n'ont jamais vraiment mis les mains dans le cambouis. « Vous ne comprenez pas le français ?» Romain continua de s'approcher avec un regard de mépris. « Ce n'est pas un endroit pour vous. Allez réparer des vélos. Allez !» Quelques rires. Juliette sentit son visage brûler. « Romain,
Je veux juste aider. Je sais que je peux. Vous savez quoi? Il rit bruyamment et d'autres rirent avec lui. Vous savez quoi? Comment faire plus de dégâts? Écoutez, nous avons déjà 12 spécialistes qui viennent ici. 12, des gens qualifiés, avec des certifications, qui travaillent avec ça tous les jours. Et vous, vous pensez arriver ici et faire quoi? Un miracle? Ce n'est pas un miracle, c'est du savoir. Tenta Juliette de garder sa voix ferme. Si vous me laissiez juste regarder... Ça suffit. Romain frappa une fois des mains, fort, comme s'il chassait un chien. Personne n'a demandé votre avis, personne n'a demandé votre aide. Partez. Avant que je ne me fâche vraiment, sortez d'ici. Le silence qui suivit fut lourd. Tous les hommes autour restèrent silencieux. Certains regardèrent le sol avec embarras, d'autres avec des sourires cachés. Monsieur Antoine ouvrit la bouche, comme pour dire quelque chose, mais la referma. Juliette regarda la moissonneuse immobilisée, puis Romain, puis tous les autres hommes. Elle sentit la caisse à outils peser dans sa main. Un instant, elle pensa à tout laisser tomber et à partir, mais se rappela alors la promesse faite à son père. « D'accord, » dit-elle à voix basse. « Je m'en vais, mais quand les 12 spécialistes n'auront pas réussi à résoudre le problème, vous saurez où me trouver. » Romain éclata d'un rire exagéré. « Vous avez entendu ça? Quand les 12 spécialistes n'auront pas réussi. Quel culot! Allez, allez, avant que je ne perde patience tout à fait. » Juliette retourna à son combi Volkswagen, sous des regards moqueurs et quelques rires. Elle jeta la caisse à outils sur la banquette arrière avec plus de force qu'elle ne l'aurait voulu. Elle monta. Elle démarra le moteur. Pour la dernière fois, elle regarda par la fenêtre la moissonneuse immobilisée. Même de là, elle avait une idée de ce que cela pouvait être, mais peu importait. Personne ne voulait de son aide. Elle s'en alla, soulevant de la poussière sur le chemin de terre, des larmes de rage et d'humiliation brûlant dans ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Juliette conduisit sur le chemin de terre pour retourner en ville, les mains serrant le volant, la mâchoire serrée, essayant de contenir le mélange de rage et d'humiliation qui lui brûlait la poitrine. Il était presque 9 heures du matin et le soleil était déjà fort, faisant scintiller l'air au-dessus des champs de maïs qui s'étendaient de tous les côtés. Normalement, elle trouvait ce paysage magnifique. Aujourd'hui, elle ne voyait presque rien. Quand elle arriva au garage, elle gara le combi n'importe comment et resta assise un long moment, les mains toujours sur le volant, regardant dans le vide. « Fichez le camp, bonne à rien !» La phrase résonna dans sa tête comme une gifle. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait quelque chose comme ça. Ce ne serait pas la dernière, mais ça faisait mal de la même manière. Ça faisait toujours mal. Elle descendit, entra dans le garage et se dirigea directement vers le petit bureau à l'arrière. Une pièce avec une vieille table en bois, un ordinateur ancien, des piles de manuels techniques et cette photo au mur. Elle s'assit sur la chaise qui avait été celle de son père et, finalement, laissa les larmes venir. « Pourquoi, papa ?» murmura-t-elle à la photo. « Pourquoi est-ce si difficile ?» La photo ne répondit pas, bien sûr, mais Juliette se souvint. Elle se souvint quand elle avait 7 ans et était apparue au garage pour la première fois. C'était l'été, les vacances scolaires, et sa mère venait de mourir d'un cancer. Monsieur Oswald ne savait pas quoi faire de cette petite fille triste. Alors il l'avait emmenée au travail. « Tu vas rester ici avec moi aujourd'hui, Juliette », lui avait-il dit ce jour lointain, sa voix grave mais douce. « Mais tu dois promettre de ne toucher à rien de dangereux, tu vas juste regarder. D'accord ? D'accord, papa ». Mais Juliette ne fit pas que regarder, elle fut fascinée. Elle fut hypnotisée par la façon dont son père travaillait, comment il connaissait chaque pièce, chaque système, chaque solution, comment ses grandes mains calleuses pouvaient être si précises et délicates. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» demandait-elle toutes les 5 minutes. « C'est un piston, ma fille ? Et ça ? C'est la bielle. Elle relie le piston au vilebrequin. »« Et que fait le vilebrequin ?» Oswald souriait. D'autres mécaniciens avec qui il travaillait se plaignaient quand les enfants posaient des questions, mais pas lui. Il s'arrêtait, nettoyait ses mains, s'abaissait à la hauteur de sa fille et expliquait avec patience.
Le vilebrequin transforme le mouvement de va-et-vient des pistons en mouvement circulaire. C'est lui qui fait tourner le moteur et donne de la puissance au tracteur. Ah, alors il est important? Très important. Mais tu sais ce qui est encore plus important, Juliette? Quoi? Comprendre que chaque pièce communique avec l'autre. Le moteur ne fonctionne pas parce que le piston est bon. Il fonctionne parce que le piston, la bielle, le vilebrequin, la valve, tout travaille ensemble, comme une famille. Si l'un ne va pas bien, l'autre souffre aussi. Juliette sourit à travers ses larmes, se souvenant, cela avait été le début. Pendant des années, elle passa toutes ses vacances scolaires, tous ses week-ends, toutes ses heures libres dans ce garage. Tandis que d'autres filles de son âge jouaient à la poupée ou regardèrent la télévision, elle apprenait à différencier un moteur diesel d'un moteur à essence, à lire des schémas électriques, à sentir avec ses mains la différence entre un roulement usé et un bon. Quand elle arriva à l'adolescence, elle aidait déjà vraiment son père. À 16 ans, elle réussit à réparer son premier moteur seule, un vieux tracteur Massey Ferguson que 3 autres mécaniciens avaient abandonné. À 18 ans, quand elle alla à la réunion de parents d'élèves à l'école et que le professeur demanda ce qu'elle voulait faire plus tard, elle répondit sans hésiter « mécanicienne ». Les rires furent instantanés. « Mécanicienne, toi, une fille ?» Le professeur, avec toute son éducation classique, avait souri avec condescendance. « Juliette, peut-être devriez-vous penser à quelque chose de plus approprié. Secrétaire, enseignante, infirmière. » Elle était rentrée chez elle furieuse et avait tout raconté à son père. « Qu'est-ce que je fais, papa? La mécanique n'est pas un travail pour une femme. » Oswald l'avait regardé longuement, puis avait désigné une énorme moissonneuse-batteuse qui était au garage pour l'entretien. « Tu vois cette machine là-bas, une New Holland. Elle ne sait pas si celui qui la répare est un homme ou une femme. Elle sait seulement si la personne sait ce qu'elle fait ou non. Un moteur n'a pas de préjugés, Juju. Un moteur ne se soucie pas de l'école où tu es allé, des vêtements que tu portes, de ton genre. Un moteur se soucie si tu le comprends ou non. Mais les gens sont ignorants, ma fille. Ils l'ont toujours été. Ils le seront toujours. Mais tu sais quel est le secret? » Il avait souri, ce sourire en coin que Juliette adorait. Tu les laisses rire, tu les laisses douter, et ensuite tu répares ce qu'ils ne peuvent pas réparer, tu résous ce qu'ils ne peuvent pas résoudre. Et quand le travail parle plus fort que les préjugés, alors tu n'as plus besoin de rien prouver. C'est comme ça que tu fais, c'est comme ça que je fais, et c'est comme ça que tu feras aussi. Juliette avait suivi ce conseil. Elle avait ignoré les rires, les blagues, les commentaires malveillants. Elle avait étudié, pratiqué, s'était améliorée. Quand son père est mort il y a 5 ans d'une crise cardiaque foudroyante alors qu'il changeait l'huile d'un tracteur, elle avait pleuré pendant des semaines, mais ensuite elle avait séché ses larmes et avait repris le garage. Les premiers mois furent brutaux. Des clients qui venaient depuis des années au garage d'Oswald avaient simplement disparu quand ils avaient vu qu'elle était aux commandes. Maintenant, je ne veux pas qu'une femme touche à mon tracteur, disaient certains ouvertement. D'autres inventaient simplement des excuses et partaient. Mais Juliette avait persisté, avait facturé moins cher, avait fait un meilleur travail, avait résolu des problèmes que d'autres ne résolvaient pas. Lentement, très lentement, elle avait bâti sa propre réputation. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, elle avait des clients fidèles, de petits producteurs principalement, des gens qui n'avaient pas l'argent pour les grands garages et qui avaient appris que cette femme aux yeux verts et aux mains sales de graisse faisait des miracles avec une clé à molette. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Elle n'était toujours pas vraiment respectée, et la scène de ce matin au domaine Sainte-Hélène l'avait douloureusement prouvé. Le téléphone sonna, sortant Juliette de ses pensées. Elle s'essuya les yeux, renifla et répondit, essayant de paraître normale. « Garage Leclerc, bonjour. »« Juliette, Dieu merci, vous avez répondu. » C'était Monsieur Roussel, le client de plus tôt.
Écoutez, je suis ici au Café du Commerce, et tout le monde dit que là-bas, à Sainte-Hélène, cette moissonneuse géante est tombée en panne. C'est vrai que vous y êtes allé, et que le fils de Monsieur Dubois vous a renvoyé? Les nouvelles voyagent vite dans une petite ville. C'est vrai, Monsieur Roussel, mais quel jeune homme prétentieux. Écoutez, je vais vous dire une chose. Cette moissonneuse est une John Deere 760. Je la connais. Votre père a travaillé à son installation il y a environ 6 ans. Elle présentait des problèmes constants, et seul votre père arrivait à les résoudre. Vous vous en souvenez? Juliette se redressa sur sa chaise. Elle s'en souvenait. Elle s'en souvenait très bien. C'était en 2017. Elle avait 26 ans à l'époque et travaillait encore avec son père. Le domaine Sainte-Hélène venait d'acheter cette toute nouvelle moissonneuse batteuse, haut de gamme, fierté du domaine. Mais dès le début, elle avait posé problème. La transmission hydrostatique se mettait en mode de protection sans raison apparente. Les techniciens de John Deere étaient venus d'Orléans 2 fois, n'avaient pas réussi à résoudre le problème. Ils avaient parlé de changer toute la transmission, un coût exorbitant. Alors Antoine, désespéré, avait appelé Oswald. « Oswald, pour l'amour de Dieu, viens jeter un coup d'œil à cette machine. Elle est neuve, elle est très chère, et elle ne fonctionne pas correctement. Les techniciens de l'usine ne savent pas quoi faire. » Juliette était allée avec son père. Elle se souvenait d'être sur la parcelle sous le soleil brûlant de mai. Voyant son père monter dans la cabine, démarrer, écouter le moteur, sentir les vibrations. « Juju, viens ici. » Elle était montée dans la cabine. L'espace était étroit, mais son père lui avait fait de la place. « Tu sens ça ?» Il avait posé sa main sur le tableau de bord. « Tu sens cette vibration ?» « Je sens. Elle semble irrégulière. »« Exact. Maintenant, écoute. » Ils étaient restés silencieux. Outre le rugissement du moteur, il y avait un bruit presque imperceptible, un sifflement aigu qui allait et venait. « Tu entends ce sifflement ?»« Oui, papa. Qu'est-ce que c'est ?»« C'est de l'air là où il ne devrait pas y en avoir. La transmission hydrostatique fonctionne avec de l'huile sous pression. S'il y a de l'air dans le système, la pression est irrégulière. Et si la pression est irrégulière, les capteurs paniquent et tout s'éteint. Mais les techniciens de John Deere n'ont pas trouvé d'air dans le système parce qu'ils ont testé la machine à l'arrêt. L'air n'apparaît que quand elle fonctionne, quand l'huile est chaude et que le système est sous pression maximale. C'est une erreur de montage. Il y a probablement une connexion quelque part qui n'a pas été bien faite à l'usine, une mauvaise étanchéité, petite, presque invisible. Ils avaient mis 4 heures à trouver une minuscule connexion entre la pompe hydraulique et le distributeur. L'anneau d'étanchéité avait été monté de travers, créant un micro-canal par lequel l'air entrait lorsque l'huile chauffait. C'était si petit qu'il était impossible de le voir à l'œil nu. Mais Oswald l'avait trouvé, avait changé le joint, avait purgé tout le système, et la machine était revenue à fonctionner parfaitement. Antoine avait été si reconnaissant qu'il avait payé le double. Et pendant des années, chaque fois que la machine avait besoin d'entretien, c'était Oswald qui l'appelait. Mais après la mort d'Oswald, les appels avaient cessé. Le nouveau gérant du domaine avait préféré contracter avec un grand garage d'Orléans. Et maintenant, ce jour-là, quand la machine était vraiment tombée en panne, il n'avait même pas sérieusement envisagé que Juliette puisse aider. « Monsieur Roussel », dit Juliette au téléphone, une idée commençant à se former. « Quels sont les symptômes de la machine ?»« Je ne sais pas, ma petite. Je sais juste qu'elle ne démarre pas. Il a essayé de la démarrer et rien, juste un clic. Puis elle est restée morte. Un clic, juste un clic. » Juliette ferma les yeux, visualisant le système électrique de la John Deere 760. Le démarreur ne prenait pas. Pourquoi? La batterie, improbable. Elle était testée régulièrement. Infusible? Possible. Mais c'était la première chose que n'importe quel mécanicien vérifiait. Un relais?
Trop basique aussi, à moins que... Juliette se leva soudainement, alla à l'étagère où elle gardait les manuels techniques, tira un gros volume, intitulé John Deere 7760, système électrique et hydraulique. Elle feuilleta rapidement jusqu'à trouver le diagramme qu'elle cherchait. Là se trouvait le système de démarrage. Il avait une protection intelligente, il ne permettait pas au démarreur de fonctionner s'il détectait une pression hydraulique anormale dans n'importe quel système principal. C'était une protection contre les dommages. S'il y avait quelque chose d'anormal dans le système hydraulique, la machine ne démarrait tout simplement pas pour éviter des dommages plus importants. Et quel système hydraulique de cette machine spécifique avait un historique de problèmes de pression? La transmission. Et qu'est-ce qui causerait une perte soudaine de pression dans la transmission? Juliette feuilleta quelques pages de plus, trouva le schéma de la transmission hydrostatique. Il y avait un accumulateur de pression, une sorte d'amortisseur du système qui maintenait la pression stable, même avec des variations de température et de charge. Cet accumulateur avait une membrane interne faite d'un polymère spécial qui, avec le temps et la chaleur, pouvait se dégrader. Si la membrane était rompue, l'accumulateur ne pourrait pas maintenir la pression. Le système détecterait cela comme une panne critique et entrerait en mode de protection totale, empêchant même le démarrage. Mais cela n'apparaîtrait dans aucun test en atelier. Cela n'apparaîtrait que sur la machine, fonctionnant sous charge réelle. Et seul quelqu'un qui connaissait profondément l'historique spécifique de cette machine saurait où chercher. Juliette regarda l'horloge. 11h45. La moissonneuse-batteuse était arrêtée depuis plus de 5 heures, et elle savait qu'elle avait raison. Elle savait au fond de son âme, avec cette certitude qui venait d'années passées à travailler avec son père, à l'écouter, à apprendre à parler aux machines. Elle prit son téléphone portable, pensa à appeler le domaine, posa son doigt sur le numéro de Madame Dubois, resta là, indécise. Ficher le camp, bonne à rien. Est-ce que ça en valait la peine? Devrait-elle vraiment essayer d'aider des gens qui l'avaient humiliée? Juliette regarda de nouveau la photo de son père au mur. Elle pouvait presque entendre sa voix. Le travail parle plus fort que les préjugés, Juliette, laisse-les rire. Et ensuite, tu répares ce qu'ils ne peuvent pas réparer. Elle rangea son téléphone, elle n'allait pas appeler, elle n'allait pas supplier d'être entendue, mais elle n'allait pas abandonner non plus. Elle allait attendre que les 12 spécialistes essaient et échouent. Et alors, quand le désespoir serait assez grand pour vaincre les préjugés, elle serait prête parce qu'elle savait. Elle savait exactement ce qui n'allait pas avec cette moissonneuse-batteuse, et quand son heure viendrait, elle leur prouverait à tous de quoi elle était capable. L'après-midi au domaine Sainte-Hélène se déroulait dans un climat de tension croissante. Le soleil de mai brûlait implacablement sur les champs de maïs, et à chaque heure qui passait, Monsieur Antoine sentait les pertes s'accumuler. La moissonneuse-batteuse John Deere 760 continuait d'être immobilisée au même endroit depuis le matin, entourée maintenant d'un véritable bataillon de spécialistes qui allaient et venaient comme des fourmis autour d'une sucrerie. Il était 15h30 quand le 8e technicien descendit de la cabine de la machine, essuyant sa sueur et secouant la tête négativement. Antoine sentit son estomac se tordre. « Alors ?» demanda-t-il, déjà sans espoir. Monsieur Dubois, le technicien, un homme d'environ 35 ans, en uniforme John Deere, semblait vraiment embarrassé. « J'ai vérifié tout le système électrique. La batterie est parfaite, 13,8 V. Tous les fusibles sont OK, les relais fonctionnent. Le démarreur lui-même n'a aucun problème. Je l'ai testé isolément. Et il fonctionne parfaitement, mais quelque chose l'empêche de démarrer quand il est intégré au système de la machine. « Mais quoi ?» Antoine était au bord d'une crise de nerfs. « Vous êtes le 8e spécialiste John Deere à venir ici. Comment se fait-il que personne ne trouve le problème ?» À ce moment-là, 2 autres camionnettes arrivèrent, soulevant de la poussière. De l'une d'elles descendirent 3 techniciens en uniforme d'une entreprise de maintenance industrielle de Chartres. De l'autre, 2 ingénieurs mécaniciens qu'Antoine avait engagés auprès d'un cabinet de conseil spécialisé de Paris.
Ils étaient maintenant 12 personnes à tenter de résoudre le problème. Romain, le fils, supervisait le tout avec l'air de maîtriser la situation, bien que lui-même ne sût pas distinguer une vis d'un écrou. Il marchait de long en large, le téléphone à l'oreille, essayant de paraître important. « Papa, j'ai fait venir les meilleurs », disait-il à voix haute pour que tout le monde entende. Des ingénieurs de Paris, ces gars travaillent avec des machines lourdes dans le secteur minier, dans la construction. Si quelqu'un va résoudre ça, ce sont eux. Monsieur Antoine ne pouvait que penser à l'argent jeté par les fenêtres. Chaque heure d'arrêt de la moissonneuse-batteuse, 5 000 €. Chaque technicien spécialisé, 2 000 € la journée. Et il y avait la pression de l'usine qui appelait toutes les heures, demandant quand le maïs allait de nouveau arriver. Les deux ingénieurs de Paris montèrent sur la machine avec des ordinateurs portables et des équipements de diagnostic électronique ultra sophistiqués. Ils connectèrent des câbles, exécutèrent des programmes, analysèrent les codes d'erreur. Le système de diagnostic montre une défaillance générique dans le circuit hydraulique, dit l'un d'eux après 40 minutes, mais ne spécifie pas quel circuit ni quel composant. « Ça, je le savais déjà », explosa Antoine. « J'ai besoin de savoir comment réparer. » Les ingénieurs échangèrent des regards embarrassés. « Monsieur Dubois, avec tout le respect que je vous dois, ce système est extrêmement complexe. Il y a des capteurs de pression, de température, de viscosité. N'importe lequel d'entre eux peut envoyer une mauvaise lecture à l'ordinateur de bord. Pour identifier lequel, il faudrait démonter pièce par pièce et tester individuellement. Cela pourrait prendre des jours. » « Des jours !» Antoine sentit ses jambes flageolantes. « Je n'ai pas des jours, j'ai toute une récolte qui attend. » Les techniciens de John Deere se réunirent dans un coin, discutant entre eux à voix basse. Puis, leur chef, un homme d'une 50aine d'années nommé Maurice Lefebvre, qui était instructeur officiel de l'entreprise, s'approcha d'Antoine. « Monsieur Dubois, j'ai appelé le siège de John Deere à Saran. Ils vont envoyer des pièces de rechange par hélicoptère. Nous allons changer toute la transmission, c'est le plus sûr. Combien de temps? Les pièces arrivent demain matin. Le remplacement prendra environ 48 heures. » 2 jours, Antoine était au bord de la syncope. « Maurice, pour l'amour de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen ?»« C'est la solution la plus sûre, monsieur Dubois. Nous ne parvenons pas à diagnostiquer exactement ce qui ne va pas. Donc, le protocole de l'entreprise est de remplacer l'ensemble complet. C'est ça? Ou essayer de deviner ce qui pourrait aggraver la situation ?» Antoine regarda autour de lui. 12 spécialistes, 12 techniciens John Deere, des ingénieurs de Paris, des mécaniciens primés, des gens avec des certificats accrochés au mur. Et personne, absolument personne, ne parvenait à identifier un maudit problème. Il était presque 17 heures. La moissonneuse-batteuse était arrêtée depuis 10 heures. Le préjudice dépassait déjà les 50 000 €. Et apparemment, elle allait rester immobilisée pendant encore 2 jours, pour un coût total d'environ 200 000 €, sans compter le coût de la nouvelle transmission, qui devait se situer aux alentours de 300 000 €. Un demi-million d'euros. Pour quelque chose qui était peut-être une bagatelle, un composant défectueux à 500 €, mais personne ne savait lequel. Romain marchait en direction de son père quand son téléphone sonna. C'était l'un de ses amis de fac qui habitait à Mont-Saint-Jean. « Alors, Rob, j'ai vu que vous avez un gros problème là-bas. La moissonneuse fait des siennes. »« Tout est sous contrôle, » mentit Romain. « On a déjà un tas de spécialistes ici. On va régler ça vite. » « Sérieux? Parce que les gens d'ici au bar disent que même les techniciens de John Deere n'arrivent pas à résoudre le problème. Ils ont dit que même Juliette, la mécanicienne, a essayé d'aider, mais tu l'as renvoyée. » Romain sentit un pincement d'irritation. Celle-là, la fille d'Oswald, mec, pour l'amour de Dieu, elle répare des coccinelles. C'est une machine à 2 millions d'euros ici. Ouais, mais les gens d'ici disent que son père connaissait cette machine spécifique, qu'il a travaillé dessus quand elle était neuve. Ne me parle pas de cette mentalité de campagne, mon vieux. Savoir-faire féminin de petite ville contre ingénieur de Paris, tu plaisantes?
Mais quelque chose dans la conversation continua de gêner Romain. Il rangea son téléphone et alla chercher son père qui était assis à l'ombre d'un arbre, la tête entre les mains. « Papa, tu te souviens d'Oswald Leclerc, le vieux mécanicien ?» Antoine leva la tête. « Oswald, bien sûr que je me souviens, il est mort il y a quelques années. Pourquoi ? » « Sa fille est venue ici ce matin, cette Juliette. Je sais. Ta mère l'a appelée. C'est toi qui l'as renvoyée en criant. » Romain sentit un léger embarras, mais il le dissimula. « Elle n'avait rien à faire ici, papa. » « Mais Oswald connaissait cette machine, n'est-ce pas ?» Antoine resta silencieux un long moment. Puis lentement, comme si un voile se levait de sa mémoire, il hocha la tête. Il la connaissait. Trop bien. Quand nous avons acheté cette John Deere, elle présentait un problème chronique à la transmission. Les techniciens officiels sont venus 2 fois et n'ont pas résolu le problème. Ils voulaient changer toute la transmission. Alors j'ai appelé Oswald. Il est venu et resté quelques heures à trouver un joint défectueux d'usine que personne n'avait trouvé. Il l'a résolu. Après cela, chaque fois qu'il y avait un problème plus grave, je l'appelais. Et sa fille, elle travaillait avec lui ? Elle travaillait. Dès son plus jeune âge, j'ai vu cette fille couverte de graisse plus souvent que de robe. Antoine fit une pause en regardant le ciel. Oswald disait toujours qu'elle était plus intelligente que lui, qu'elle comprenait les machines d'une manière différente, plus profonde. Romain resta silencieux, puis tenta de rationaliser. « Papa, mais ça ne veut rien dire. Elle n'est pas technicienne certifiée. Elle n'a pas de formation, pas de diplôme. Il y a 12 personnes ici avec des certificats, avec des années de formation, et aucune d'elles n'a résolu le problème. » Antoine explosa, se levant brusquement. « Aucune! Cela fait déjà 10 heures, Romain, 10 heures, et ta sœur va se marier dans 3 mois. Et j'ai promis de payer son mariage avec les bénéfices de cette récolte. Et ta mère a besoin d'une opération du genou, et il y a un emprunt qui arrive à échéance à la banque le mois prochain. Et si cette récolte est perdue, nous sommes ruinés. » Ce fut la première fois que Romain vit son père véritablement désespéré, et cela l'effraya. Antoine avait toujours été le roc de la famille, avait toujours su gérer les problèmes. Mais maintenant, le voyant ainsi, Romain réalisa la gravité réelle de la situation. « Que voulez-vous faire, monsieur ?» Antoine respira profondément, regarda la moissonneuse-batteuse, puis les 12 spécialistes qui discutaient entre eux, ne sachant que faire, et prit alors une décision. « Je vais appeler Juliette. »« Papa, je ne crois pas. Je n'ai pas demandé ce que tu crois. » Antoine se tourna vers son fils avec une dureté dans les yeux que Romain n'avait jamais vue. « Tu as humilié cette jeune femme ce matin. Tu l'as renvoyée en la traitant de bonne à rien devant tout le monde. Et tu sais ce qu'elle est ? Elle est la fille du meilleur mécanicien que cette région ait jamais eu. Elle a appris avec un maître. Et pendant que tu étais à la fac à apprendre à faire des présentations PowerPoint, elle était ici, sur ce terrain, les mains dans le cambouis jusqu'au coude, à apprendre comment une machine fonctionne vraiment. Mais papa, ça suffit. Je vais l'appeler et tu vas te taire. » Juliette était au garage, terminant de changer les bougies d'une Corolla quand le téléphone sonna. Il était presque 18 heures. Elle regarda le numéro, Domaine Sainte-Hélène. Elle resta immobile, regardant le téléphone sonner. Une partie d'elle voulait le laisser tomber sur le répondeur, les laisser se noyer dans leur propre arrogance. Mais il y avait une autre partie, la partie qui avait promis à son père de ne jamais cesser de faire ce qu'elle savait faire, qui la fit répondre. Garage Leclerc. Juliette, c'était la voix de Monsieur Antoine, et elle sonnait brisée, défaite. J'ai besoin de votre aide. Silence. Juliette, s'il vous plaît. Je sais que mon fils vous a maltraité aujourd'hui. Je sais que vous avez été humilié, et je m'en excuse de tout mon cœur. Mais je suis désespéré ici. Il y a 12 spécialistes ici, et aucun n'a réussi à résoudre le problème. La machine va rester immobilisée encore 2 jours en attendant des pièces de Paris. Je vais faire faillite, Juliette. Je vais tout perdre.
Et je sais que votre père connaissait cette machine, et je sais que vous avez appris avec lui. » Juliette ferma les yeux. Elle pouvait simplement dire non. Elle pouvait les faire payer pour l'humiliation. Ce serait juste. Mais alors, elle imagina son père à côté d'elle, ce sourire en coin, cette voix grave disant « Le travail parle plus fort que les préjugés, Juju. » « Je sais ce qui ne va pas avec la machine, » dit-elle, se surprenant elle-même. « Comment ça, vous savez ? Même les... C'est l'accumulateur de pression de la transmission hydrostatique. Sa membrane interne a cédé. Le système détecte la perte de pression et entre en mode de protection. Il n'autorise même pas le démarrage. » Silence de l'autre côté. Puis, « Comment en êtes-vous si sûr ? » ?»« J'en suis sûr. Cette machine a un historique de problèmes de transmission depuis qu'elle est neuve. Mon père l'a découvert il y a des années. L'accumulateur a déjà plus de 6 ans d'utilisation intense. La membrane a une durée de vie de 5 à 7 ans. Il est temps de la changer. C'est une pièce à 400 €. Cela prend 15 minutes à remplacer si vous savez où chercher. » Un autre silence. Juliette pouvait presque entendre le cerveau d'Antoine traiter l'information. « Juliette, vous pouvez venir ici maintenant ?» Elle regarda l'horloge, regarda ses mains sales de graisse, regarda la photo de son père au mur. « Je peux, mais j'ai des conditions. » »« Quelles conditions ? » ?»« Ce que vous voudrez. Monsieur Romain devra me présenter ses excuses devant toutes les personnes qui étaient là ce matin. Tous les hommes qui ont ri quand il m'a traité de bon à rien doivent l'entendre s'excuser. » Antoine n'hésita pas une seconde. « Il s'excusera. Je vous le garantis. Il fera ce que vous voudrez. Quoi d'autre ? Si je résous le problème, je veux que vous le racontiez à tout le monde. Je ne veux pas de crédit caché. Je veux que tous les agriculteurs de la région sachent que 12 spécialistes n'ont pas réussi et que moi, j'ai réussi. Parce que la prochaine fois qu'une femme mécanicienne offrira son aide, peut-être qu'elle sera écoutée au lieu d'être humiliée. »« D'accord, Juliette, je promets. Venez, s'il vous plaît. » Juliette raccrocha, resta un instant immobile, puis alla à l'armoire où elle gardait les pièces, prit un accumulateur de pression John Deere. Elle en avait 2 en stock, achetés des années auparavant, quand son père avait prévu que cette machine en aurait éventuellement besoin. Elle prit sa caisse à outils et se dirigea vers le combi. Pendant qu'elle roulait vers le domaine Sainte-Hélène, le soleil déjà bas à l'horizon peignant le ciel d'orange et de rouge, elle sentit un étrange mélange de nervosité et de détermination. Ce n'était pas une question d'argent, ce n'était pas une question de célébrité, c'était une question de dignité, c'était une question de prouver que son père avait raison, que la mécanique n'avait pas de genre, que le savoir valait plus qu'un diplôme, que la pratique valait plus que la théorie. Quand elle arriva au domaine, il y avait encore plus de monde que le matin. Les 12 techniciens et ingénieurs, tous les opérateurs et contremaîtres du domaine, des travailleurs qui étaient restés juste pour voir le dénouement. Il devait y avoir une 30aine de personnes là. Elle descendit du combi avec sa caisse à outils et l'accumulateur à la main. Tous restèrent silencieux, regardant. Monsieur Antoine vint à sa rencontre, le visage rougi par le soleil et la tension. « Juliette, merci beaucoup d'être venue, vraiment. Où est votre fils ?» Antoine fit un signe. Romain vint en marchant, et pour la première fois, Juliette le vit sans toute cette arrogance. Il semblait gêné, voire honteux. Il s'arrêta devant elle, s'éclaircit la gorge, regarda le sol. « Juliette. »« Plus fort, » l'interrompit-elle, « pour que tout le monde entende. » Romain déglutit difficilement, puis leva la tête et parla plus fort. « Juliette, je vous présente mes excuses pour la façon dont je vous ai traité ce matin. C'était grossier, c'était injuste, c'était plein de préjugés. Vous avez offert votre aide de bonne foi et je vous ai humilié. Je suis désolé. » Ce n'était pas l'excuse la plus sincère du monde, mais elle était publique, et c'était cela qui importait. « Acceptez, » dit simplement Juliette. Elle marcha jusqu'à la moissonneuse-batteuse. Les 12 spécialistes l'observaient avec des expressions qui variaient du scepticisme à la curiosité. Maurice Lefebvre, le technicien instructeur de John Deere, s'approcha.
Vous avez dit à Monsieur Dubois que c'était l'accumulateur de pression. Oui, mais nous avons testé toute la transmission. La pression était normale. Vous avez testé la machine à l'arrêt et à froid. La panne n'apparaît que sous charge, avec l'huile chaude. C'est une défaillance intermittente d'étanchéité interne. Maurice fronça les sourcils, mais ne dit rien. Juliette laissa tomber sa caisse à outils, monta sur la machine avec agilité, ouvrit le compartiment latéral de la transmission. Là se trouvait, encastré au milieu du complexe système hydraulique, l'accumulateur de pression, un cylindre métallique de la taille d'une bouteille thermos. Elle descendit, prit les bons outils, remonta. En 15 minutes, avec des mouvements précis et confiants, elle retira l'ancien accumulateur, installa le nouveau, ferma le compartiment. « Quelqu'un a de l'huile hydraulique ici ?» demanda-t-elle. Un des mécaniciens du domaine apporta un bidon. Elle compléta le niveau, purga l'air du système, s'essuya les mains avec un chiffon. « C'est prêt. Vous pouvez tester. » Jacques, l'opérateur habituel, monta dans la cabine, tourna la clé, le moteur démarra du premier coup. Non seulement il démarra, mais il ronronna, doux et parfait, comme s'il n'avait jamais eu le moindre problème. Le silence qui suivit fut absolu. 30 personnes muettes, regardant cela comme de la magie. Puis, lentement, une salve d'applaudissements commença. D'abord Monsieur Antoine, puis Jacques, puis les autres travailleurs, puis même les spécialistes eux-mêmes qui avaient échoué. Juliette descendit de la machine en s'essuyant les mains et se dirigea directement vers son combi. Monsieur Antoine courut après elle. « Juliette, combien je vous dois ?» Elle réfléchit. Elle pensa à toute l'humiliation du matin. Elle pensa à combien d'années il lui avait fallu pour en arriver là. Elle pensa à son père. 400 € pour la pièce, 200 € pour la main-d'œuvre, et la promesse que vous avez faite, racontez-le à tout le monde. Je le raconterai à toute la région, vous avez ma parole. Elle monta dans le combi, démarra et s'en alla. Dans le rétroviseur, elle vit la moissonneuse-batteuse reprendre vie, commencer à se déplacer lentement vers la parcelle de maïs, et elle vit tous ces hommes qui la regardaient encore. Pour la première fois depuis longtemps, Juliette Leclerc sourit, un sourire large et sincère. « Tu vois, papa » murmura-t-elle, « le travail a parlé plus fort. » La nouvelle se répandit à Mont-Saint-Jean comme une traînée de poudre. Ce soir-là même, avant même que la pleine lune ne soit complètement dans le ciel, tout le monde savait déjà. La mécanicienne Juliette avait réparé en 15 minutes ce que 12 spécialistes n'avaient pas réussi en 10 heures. Au café de la ville, aux épiceries, même à l'arrêt de bus sur la place centrale, tout le monde parlait de la même chose. 12 hommes, disait Madame Nicole à la boulangerie, racontant pour la 20e fois à qui voulait l'entendre. 12 techniciens John Deere d'Orléans, des ingénieurs de Paris, et cette jeune femme est arrivée là, a changé une pièce et a tout résolu. Et Romain, ce prétentieux, a dû s'excuser devant tout le monde, complétait Monsieur Paul, le propriétaire du café, avec un sourire satisfait. Bien fait, qui lui dit d'humilier la jeune femme. Mais ce n'était pas seulement la petite ville qui en parlait. Maurice Lefebvre, l'instructeur technique de John Deere, avait été suffisamment impressionné pour mentionner le cas dans un groupe WhatsApp avec d'autres instructeurs de l'entreprise. Quelqu'un dans ce groupe travaillait pour une revue spécialisée dans l'agriculture. Le lendemain matin, jeudi, il y avait un article sur le site web de la revue. Mécanicienne autodidacte résout un problème sur une moissonneuse-batteuse que 12 spécialistes n'ont pas réussi. L'article contenait une photo de la moissonneuse-batteuse, sans montrer Juliette, respectant sa vie privée, et une brève interview de Monsieur Antoine, qui tint sa promesse et raconta toute l'histoire, soulignant non seulement la compétence technique de Juliette, mais aussi l'injustice de la façon dont elle avait été traitée initialement. Le téléphone du garage commença à sonner avant 7 heures du matin. « Garage Leclerc, bonjour. » Juliette répondit, la voix encore ensommeillée. Elle s'était couchée tard, l'adrénaline de la veille mettait du temps à passer. « Bonjour, s'il vous plaît. Je voudrais parler à Juliette Leclerc. » Elle-même.
Ah, tant mieux. Écoutez, mon nom est Charles Petit. J'ai un domaine ici à Châteaudun. J'ai vu l'article sur vous sur Internet. Écoutez, j'ai un semoir New Holland qui a un problème bizarre depuis des semaines. 3 garages l'ont déjà touché et personne n'a réussi à le réparer correctement. Vous ne pourriez pas y jeter un coup d'œil? Juliette cligna des yeux, traitant l'information. C'était la première fois que quelqu'un l'appelait Madame, avec un respect sincère, non pas avec condescendance, et c'était la première fois que quelqu'un de l'extérieur de Mont-Saint-Jean l'appelait pour ses services. Bien sûr, monsieur Petit. Quand avez-vous besoin? Aujourd'hui, si possible, je paye le déplacement, le déjeuner et le double de votre tarif journalier normal. Juliette nota l'adresse, raccrocha, resta là, regardant le téléphone. Avant qu'elle ne puisse complètement traiter l'information, il sonna de nouveau, puis encore et encore. À 10 heures du matin, elle avait 8 nouveaux appels d'agriculteurs de différentes villes, Châteaudun, Vendôme, Blois, Pithiviers, Étampes. Tous avaient entendu parler d'elle. Tous avaient des machines avec des problèmes que d'autres mécaniciens ne parvenaient pas à résoudre. Tous étaient prêts à bien payer pour qu'elle vienne. Avant midi, Juliette dut éteindre le téléphone quelques minutes, juste pour pouvoir réfléchir. Elle s'assit sur la vieille chaise de bureau, regardant cette pile de papier avec des noms et des numéros de téléphone, et sentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas seulement du soulagement ou de la satisfaction, c'était quelque chose de plus grand, c'était de la validation, c'était de la reconnaissance, c'était le sentiment que finalement, après des années de lutte, le vent avait tourné. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un numéro de Paris. Juliette Leclerc. Oui, mon nom est Renata Duval. Je suis coordinatrice du programme Femmes dans la technologie de la Direction régionale de l'agriculture. J'ai lu sur le cas au domaine Sainte-Hélène. Seriez-vous intéressé à participer à un panel sur les femmes dans les professions techniques le mois prochain? Juliette faillit laisser tomber le téléphone. Moi, à Paris? Oui, ce serait lors d'un grand événement, avec la présence d'autres professionnels, d'entrepreneurs agricoles, d'autorités. Nous voudrions que vous racontiez votre histoire, que vous parliez des défis d'être une femme dans une profession dominée par les hommes. Comment vous avez surmonté les préjugés? C'est un public de plus de 500 personnes. L'événement prend en charge le transport, l'hébergement et une indemnité de participation de 2000 €. Juliette resta silencieuse si longtemps que Renata demanda « Allô, vous êtes toujours là ?»« Oui, oui, désolé, c'est que je n'ai jamais rien fait de tel. C'est justement pour cela que nous vous voulons. Nous ne voulons pas de conférenciers professionnels. Nous voulons des personnes réelles, avec des histoires réelles. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensait-elle ? » Juliette regarda autour de la petite atelier, regarda ses mains calleuses, encore avec des résidus de graisse sous les ongles, regarda la photo de son père au mur, ce sourire en coin. « J'accepte. » Mais tout n'était pas rose. Ce même jeudi après-midi, alors que Juliette était sous un tracteur à vérifier la suspension, elle entendit des pas dans le garage. Elle regarda du coin de l'œil et vit une paire de chaussures de ville chères. Il glissa dessous le tracteur et se retrouva face à Romain. Il était différent, sans ses lunettes de soleil, sans sa chemise de marque, habillé plus simplement, jean et chemise blanche. Et pour la première fois, il semblait vraiment mal à l'aise. « Salut !» dit-il, les mains dans les poches. « Salut !» Juliette se leva en s'essuyant les mains. « Besoin de quelque chose ?»« Je suis venu m'excuser, cette fois pour de vrai. » Juliette croisa les bras, attendant. Romain respira profondément. « Écoutez, hier mon père m'a obligé à m'excuser et je l'ai fait, mais c'était, je ne sais pas, c'était un peu automatique, vous savez. J'étais encore un peu sous le choc de tout ça, mais j'ai réfléchi toute la nuit. Et ce matin, j'ai lu cet article sur le site de la revue, j'ai lu les commentaires, et nom d'un chien, Juliette, j'ai été un idiot. » Juliette ne dit rien, continua juste de le regarder. « J'ai grandi avec tout facile, vous savez, » continua Romain, les mots sortant en trébuchant. « Mon père a toujours eu de l'argent.
J'ai fait une bonne université, j'ai toujours eu une voiture, j'ai voyagé, et puis je reviens ici en pensant que je sais des choses, en pensant que le diplôme est tout, que la formation est tout. Et je vous ai regardé, une femme, dans un petit garage, et j'ai simplement décidé que vous ne valiez rien sans même vous donner une chance, sans même vous écouter. Il s'arrêta, il semblait lutter avec les mots. Et vous savez ce qui est pire ? C'est que je sais que si vous aviez été un homme, j'aurais écouté. Peut-être pas beaucoup, mais j'aurais écouté. J'aurais donné une chance, mais parce que vous êtes une femme, je vous ai déjà écarté et c'est totalement minable. Et j'ai honte. Juliette sentit la colère qu'elle portait depuis la veille commencer à se dissoudre, au moins un peu, car là, il y avait quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui avait été forcé de confronter ses propres préjugés et, au lieu de rester sur la défensive, reconnaissait. « J'apprécie que vous disiez cela, » dit-elle, sa voix plus douce, « et j'accepte vos excuses pour de vrai. »« Merci. » Romain sembla vraiment soulagé. « Et écoutez, j'ai parlé avec mon père. Nous voulons passer un contrat avec vous pour que vous soyez la mécanicienne officielle du domaine. Entretien préventif, réparation, tout. Nous payons bien et nous ferons la promotion de votre travail auprès d'autres agriculteurs que nous connaissons. » Juliette sentit son cœur s'emballer, mais garda une expression neutre. « Combien n'est bien ? 6 000 € par mois de contrat fixe, plus les interventions supplémentaires nécessaires. Et vous pouvez continuer à servir d'autres clients aussi. 6 000 € par mois, garantie. » Juliette faisait les bons mois environ 3 à 4 000. C'était un changement de vie. « J'accepte, » dit-elle, « mais avec une condition. »« Laquelle ? » « Je veux votre aide pour une chose. Ce n'est pas pour moi, c'est pour d'autres jeunes filles. » Romain fronça les sourcils, confus. « Comment ça ?» Juliette désigna une chaise. Romain s'assit. Elle s'assit sur le comptoir en face de lui. « Il y a plusieurs jeunes filles, à Mont-Saint-Jean, dans d'autres villes de la région, qui veulent apprendre des professions techniques, mais elles n'ont pas d'opportunité, personne pour les enseigner. Je veux créer un garage-école, un endroit où les filles peuvent venir apprendre la mécanique, l'électricité, l'électronique gratuitement, et je veux les enseigner. Une école de mécanique pour filles, pour qui veut apprendre, mais spécialement pour les filles. Oui, parce qu'elles n'ont pas les mêmes opportunités que les garçons. Mon père m'a enseigné parce que j'ai eu de la chance, mais les autres ? Combien de filles sont intéressées, mais personne ne leur donne une chance ? Romain resta silencieux, traitant l'information. « Et vous voulez que j'aide comment ?» Le domaine a ce vieux hangar près de l'entrée qui n'est plus utilisé. Si vous le mettiez à disposition, je pourrais y installer l'école, et j'aurais besoin d'un investissement initial. Des outils, des établis, quelques vieilles machines pour l'entraînement. Pas besoin de beaucoup, environ 20-30 000 €. Romain siffla doucement. « Vous ne demandez pas peu. » « Je ne demande pas gratuitement. J'offre une contrepartie. Les élèves de l'école peuvent faire l'entretien de base des machines du domaine dans le cadre de leur formation pratique. Sous ma supervision, bien sûr. Vous économisez sur l'entretien, elles acquièrent une expérience réelle. Tout le monde y gagne. » Romain sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Vous êtes maligne, hein ? Mon père disait toujours... Ne demandez pas de faveurs, offrez des solutions. Laissez-moi en parler à mon père, mais je pense qu'il sera d'accord. Il est tellement impressionné par vous que je pense qu'il accepterait n'importe quoi en ce moment. » Une semaine plus tard, un jeudi ensoleillé de juin, Juliette était dans le hangar que le domaine Sainte-Hélène avait mis à disposition. L'espace était grand, avec une belle hauteur sous plafond et une bonne lumière naturelle. Elle avait passé les derniers jours à nettoyer, organiser, peindre les murs. Avec l'argent de l'investissement initial, elle avait acheté des établis, des outils de base, quelques vieux moteurs pour l'entraînement, un tableau noir, un projecteur. Au fond du mur, elle avait fait réaliser une grande bannière. École de mécanique Oswald Leclerc, où le savoir n'a pas de genre. Elle l'avait diffusée sur les réseaux sociaux, avait affiché des pancartes dans la ville, était passée dans quelques écoles pour parler avec les directeurs.
Les inscriptions étaient gratuites. Les cours auraient lieu le samedi matin, 4 heures par semaine, sur une durée de 6 mois. Elle s'attendait à peut-être 10, 15 inscrites, 43 sont apparues. Ce samedi matin, Juliette arriva à l'école à 7 heures, 1 heure avant l'heure prévue. Elle était nerveuse, elle n'avait jamais enseigné de sa vie, elle ne savait pas si elle était bonne pour cela, et si les filles n'aimaient pas, et si elle ne savait pas expliquer. Mais quand elle arriva, il y avait déjà des gens qui attendaient, une file d'attente devant la porte du hangar. Des filles, oui, mais aussi quelques garçons, la plupart des adolescents, mais aussi quelques femmes plus âgées. Une dame d'une 50aine d'années, une mère avec une fille d'environ 12 ans. Juliette ouvrit le portail, et tous entrèrent. Le hangar, qui avait semblé grand et vide, devint accueillant et rempli de monde. Elle fit asseoir tout le monde sur les établis. « Bonjour », commença-t-elle, la voix tremblant un peu. « Mon nom est Juliette Leclerc. Bienvenue à l'école de mécanique Oswald Leclerc, qui porte ce nom en l'honneur de mon père, qui a été le meilleur mécanicien que j'ai connu et qui m'a appris tout ce que je sais. » Elle fit une pause, regardant tous ces jeunes visages, ces yeux brillants d'attente et de curiosité. « Je ne vais pas vous mentir, cette profession est difficile, elle est salissante, elle est fatigante, elle est parfois exigeante physiquement. Et si vous êtes une femme, c'est encore plus difficile, parce qu'il y aura des gens qui ne croiront pas en vous, qui se moqueront de vous, qui diront que vous n'y arriverez pas. » Elle marcha entre les établis. « Mais je suis là aujourd'hui pour vous dire, vous y arriverez. Si vous avez de l'intérêt, si vous avez la volonté d'apprendre, si vous avez de la patience et du dévouement, vous y arriverez. Et il ne s'agit pas seulement de réparer des machines, il s'agit de dignité. Il s'agit de faire un travail bien fait. Il s'agit de ne dépendre de personne pour survivre. Il s'agit de regarder une chose cassée et de savoir que vous pouvez la réparer. » L'une des filles, une brune d'environ 16 ans, leva la main. « Juliette, c'est vrai que vous avez réparé cette moissonneuse-batteuse alors que 12 hommes n'y sont pas arrivés? » « Oui, c'est vrai. Et vous savez pourquoi? Non pas parce que je suis meilleur qu'eux, mais parce que je connaissais l'histoire de cette machine spécifique. Parce que j'avais prêté attention des années auparavant, quand mon père y avait travaillé, parce que je n'étais pas pressé de paraître intelligente. J'ai eu la patience de vraiment comprendre le problème. » Elle revint devant la salle. « Et c'est ce que je vais vous enseigner ici. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, il ne s'agit pas de paraître malin, il s'agit de comprendre, il s'agit de patience, il s'agit de respecter la machine et de la laisser vous dire ce qui ne va pas. » Juliette prit un vieux moteur qui était sur l'établi, un moteur de coccinelle démonté en pièces. « Celui-ci est notre premier patient. Pendant les prochaines semaines, nous allons le monter de 0 pièce par pièce et vous allez comprendre comment chaque partie communique avec l'autre, comment tout est un système, comment rien ne travaille seul. » Elle commença le cours et, à sa surprise, ce fut naturel. C'était comme une conversation. Elle expliquait, montrait, laissait les élèves toucher les pièces, poser des questions. Il n'y avait pas de questions idiotes, pas de moments embarrassants, c'était de l'apprentissage pur. Quand les 4 heures furent terminées, personne ne voulait partir. Certaines restèrent 1 heure de plus, juste pour discuter, poser plus de questions, explorer les outils. Quand finalement le dernier groupe sortit, Juliette ferma le hangar à clé et resta dehors un instant, regardant la bannière avec le nom de son père. Le soleil était déjà haut. La journée chaude, mais il y avait une brise agréable. Elle prit son téléphone portable et prit une photo de la bannière. Puis elle ouvrit WhatsApp, trouva le contact « Papa » qu'elle n'avait jamais eu le courage de supprimer et écrivit un message qu'il ne lirait jamais. « Papa, aujourd'hui, c'était le premier jour de l'école. Il y avait 43 élèves. 43. Et je crois que ça a marché. Je crois que nous faisons la différence. Je crois que tu serais fier. Je t'aime et tu me manques tous les jours. Mais je suis ton conseil. Je fais toujours en sorte que le travail parle plus fort. » Elle rangea son téléphone, monta dans le combi et s'en alla en direction du coucher de soleil, de l'avenir, de toutes les possibilités qui s'étaient ouvertes. Et pour la première fois depuis longtemps, Juliette Leclerc ne faisait pas que survivre.
Elle prospérait. 6 mois plus tard, un frais matin de décembre, veille de Noël, Mont-Saint-Jean se réveilla différemment. Il y avait une attente dans l'air, ce genre d'énergie qui se manifeste quand quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Sur la place centrale de la ville, des ouvriers avaient monté une scène simple mais soignée, avec des chaises en plastique alignées pour peut-être 200 personnes. Il y avait des ballons aux couleurs vives, une grande banderole. Première remise de diplôme de l'école de mécanique Oswald Leclerc. Juliette arriva tôt, à 6 heures du matin, pour aider aux derniers préparatifs. Elle portait une tenue qu'elle mettait rarement. Pantalon de ville noir, chemise blanche, chaussures plates. Elle avait laissé ses cheveux détachés pour la première fois depuis des mois. Elle était nerveuse, mais c'était une bonne nervosité, celle qui vient de l'anticipation de quelque chose de spécial. Juliette, Madame Renée Dubois, l'épouse de Monsieur Antoine, venait en marchant à toute vitesse avec un sac. « J'ai apporté les certificats, regardez comme ils sont beaux. » Elle ouvrit le sac et montra. C'étaient des certificats imprimés sur du papier spécial, avec le logo de l'école, le nom de chaque élève, la signature de Juliette. Simple mais digne, beau. Ils sont parfaits. Madame Dubois, merci beaucoup de m'avoir aidé avec ça. De rien, ma fille. C'est un honneur. Vous changez cette ville, vous savez. Vous montrez à ces jeunes filles qu'elles peuvent être ce qu'elles veulent. À 9 heures du matin, la place commença à se remplir. Pères, mères, frères, amis, agriculteurs de la région qui avaient entendu parler du projet. Le maire de Mont-Saint-Jean avait confirmé sa présence. La coordinatrice de la direction régionale de l'agriculture de Paris, Renata, était également venue. Il y avait même une équipe de la télévision locale qui faisait un reportage. À 10 heures précises, les élèves commencèrent à arriver. Tout en pantalon et t-shirt blanc avec le logo de l'école, ils avaient été faits spécialement pour ce jour, parrainage d'un magasin local. Elles venaient en riant, en s'embrassant, nerveuses, fières. Sur les 43 qui avaient commencé, 38 avaient terminé le cours. 5 avaient abandonné en cours de route pour différentes raisons, mais les 38 qui étaient restés avaient absolument tout fait. Elles avaient assisté à tous les cours, réalisé tous les projets pratiques, complété toutes les évaluations. Parmi elles se trouvait Léa, cette jeune fille brune de 16 ans, qui avait posé la première question le premier jour. Pendant le cours, elle s'était distinguée. Il y avait quelque chose dans sa façon de regarder les machines, quelque chose qui rappelait Juliette. Une curiosité profonde, une volonté sincère de comprendre, pas seulement de savoir. « Léa !» l'appela Juliette. « Viens ici 1 minute !» La jeune fille s'approcha, un large sourire sur le visage. « Alors, professeur, je suis super nerveuse. »« Moi aussi, » rit Juliette. « Écoute, je voulais te demander quelque chose. Tu te souviens qu'on a parlé de toi qui ferait peut-être un stage au garage ? » ?»« Je m'en souviens. Vous m'avez dit d'attendre que je termine le cours d'abord. Eh bien, tu as terminé et j'ai besoin d'aide au garage. Il y a beaucoup trop de travail pour que je puisse le gérer seul. Je voulais t'offrir un poste. Ce n'est pas un stage, non. C'est un vrai travail, avec un salaire, un contrat à durée indéterminée. Tu serais mon assistante officielle. Qu'est-ce que tu en penses ? Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Sérieux ? Vraiment sérieux ? Vraiment sérieux ? J'accepte, cria-t-elle. Puis elle se couvrit la bouche en riant. Désolée, mais j'accepte. Super, tu commences après le nouvel an. Maintenant, va t'arranger avec ton groupe. La cérémonie va bientôt commencer. La remise des diplômes fut simple, mais belle. Le maire parla de l'importance de l'enseignement technique. Renata parla de la façon dont le projet de Juliette était un modèle que d'autres communes devraient copier. Monsieur Antoine parla de la façon dont l'école avait changé non seulement la vie des jeunes filles, mais la perspective de toute la communauté sur ce que les femmes pouvaient faire. Puis ce fut le tour de Juliette. Elle monta sur scène, les jambes tremblantes. Elle n'aimait pas parler en public, elle n'avait jamais aimé, mais elle avait appris ces derniers mois qu'il fallait parfois faire des choses inconfortables pour un bien plus grand. « Bonjour à tous !» commença-t-elle, sa voix amplifiée par le microphone sonnant étrange à ses propres oreilles.
Je ne suis pas doué avec les mots, je suis meilleur avec les clés à molette. Mais aujourd'hui est un jour spécial, alors je vais essayer. » Des rires légers de l'assistance. « Il y a 6 mois, quand j'ai ouvert cette école, j'avais un objectif simple, apprendre aux jeunes filles à réparer des machines. Mais ce qui s'est passé est bien plus que cela. Ces 38 jeunes femmes ici, » elle désigna les élèves assises au premier rang, « n'ont pas seulement appris la mécanique, elles ont appris qu'elles étaient capables. Elles ont appris qu'il n'y a pas de limite autre que celle que nous nous imposons dans notre propre tête. Elles ont appris que le savoir est un pouvoir et que ce pouvoir n'appartient à aucun genre spécifique. » Juliette fit une pause, sentant l'émotion lui serrer la gorge. « Mon père, Oswald Leclerc, m'a appris tout ce que je sais, mais il m'a appris quelque chose d'encore plus important, que la dignité vient de faire un travail bien fait, que le respect se gagne par la compétence, pas par les mots, que les préjugés se combattent non par la colère, mais par l'excellence. » Elle regarda la photo encadrée de son père qui était sur un trépied dans le coin de la scène, placé là, intentionnellement. « Papa, où que tu sois, j'espère avoir honoré ton nom. Cette école existe parce que tu as cru en moi quand personne d'autre ne croyait. Et maintenant, ces 38 jeunes filles vont porter cet héritage. » Elle se tourna vers les élèves. « Vous sortez d'ici aujourd'hui avec un certificat de fin de formation, mais vous êtes déjà sortis de chaque cours avec quelque chose de plus important, la certitude que vous avez votre place. Votre place dans n'importe quel garage, dans n'importe quelle usine, dans n'importe quel endroit où des machines ont besoin d'être réparées et des problèmes résolus. Ne laissez personne vous dire le contraire. Ne laissez personne minimiser ce que vous avez accompli. » Applaudissements. Juliette descendit de la scène et commença à appeler les noms, une par une. Chaque élève montait, recevait son certificat, prenait une photo. Certaines pleuraient, certaines riaient, toutes rayonnaient de fierté. Quand Léa monta, Juliette lui murmura « Tu vas être incroyable. »« J'ai appris avec la meilleure » murmura Léa en retour. Après la cérémonie, il y eut un déjeuner communautaire sur la place. Des tables en bois, de la nourriture typique, des boissons gazeuses, toute la ville en fête. Juliette discutait avec un groupe de parents quand elle sentit une main sur son épaule. Elle se retourna et vit Romain. « Félicitations, » dit-il, un sourire sincère. « C'était magnifique, vraiment. »« Merci, et merci d'avoir mis l'espace à disposition pour l'investissement initial. Rien de tout cela n'existerait sans vous. »« En fait, » dit Romain, sortant son téléphone, « c'est nous qui devons vous remercier. Ces élèves de l'école qui ont fait l'entretien de nos machines nous ont fait économiser environ 40 000 € ces 6 mois. Et plus important encore, certaines d'entre elles sont déjà embauchées par d'autres domaines. Nous avons créé un réseau de techniciennes qualifiées dans la région. Tout le monde y gagne. » Une femme élégante d'environ 45 ans s'approcha. Juliette la reconnut vaguement de quelque part. « Excusez-moi, » dit la femme. « Vous êtes Juliette ? » « Oui, c'est moi. Mon nom est Patricia Bernard. Je suis directrice régionale de l'AFPA. Je suis venue ici spécifiquement pour vous rencontrer et pour voir l'école. Et j'ai une proposition pour vous. » Juliette écarquilla les yeux. « L'AFPA, le plus grand réseau de formation professionnelle du pays. L'AFPA développe un programme national appelé Femmes dans l'industrie, » continua Patricia. « C'est un effort pour augmenter la participation féminine dans les professions techniques. Et quand j'ai appris l'existence de votre projet ici, j'ai pensé, c'est exactement ce que nous devons reproduire. Je voudrais vous inviter à être consultante pour le programme. Vous aideriez à concevoir le programme, vous formeriez d'autres instructeurs, vous visiteriez d'autres unités de l'AFPA dans la région. Nous vous paierions très bien et vous pourriez toujours garder votre école ici. Qu'en pensez-vous » Juliette resta sans voix. Elle regarda Romain, qui souriait comme s'il connaissait un secret. Elle regarda les élèves éparpillés sur la place, toutes riant, toutes heureuses. Elle regarda la photo de son père sur scène. « Je dois réfléchir, c'est beaucoup. »« Bien sûr, bien sûr. Voici ma carte. »
Appelez-moi quand vous aurez décidé. Mais Juliette, entre nous, ce serait un privilège de travailler avec vous. » Patricia s'éloigna. Juliette resta là, tenant la carte, essayant de traiter. Son téléphone sonna. C'était un message de Léa, dans le groupe WhatsApp des élèves. « Les filles, vous avez vu combien de monde est venu parler à la professeure Juliette ? Elle est célèbre maintenant, et tout ça parce qu'elle n'a pas abandonné, même quand tout le monde a douté d'elle. C'est ce que je veux être quand je serai grande. Quelqu'un qui prouve que les autres ont tort en étant meilleurs, pas en étant plus bruyantes. » D'autres messages commencèrent à apparaître dans le groupe, toutes d'accord, toutes remerciant, toutes disant comment ce cours avait changé leur vie. Une des élèves, Camille, dit qu'elle allait utiliser son certificat pour tenter d'obtenir un poste dans une usine de pièces automobiles à Orléans. Une autre, Patricia, la jeune, pas celle de l'AFPA, dit que son père avait finalement accepté de la laisser travailler dans son garage mécanique, quelque chose qu'il avait toujours refusé auparavant, disant que ce n'était pas un endroit pour une femme. Juliette sentit ses yeux se mouiller. Ce n'était pas seulement d'elle qu'il s'agissait, ça ne l'avait jamais été. Il s'agissait d'ouvrir des portes, il s'agissait de montrer que c'était possible. Il s'agissait de créer un chemin pour que d'autres puissent le suivre. Le soleil commençait à se coucher quand la célébration se termina enfin. Juliette aida à démonter la scène, à ranger les chaises, à nettoyer la place. Quand elle monta enfin dans le combi pour rentrer chez elle, elle était épuisée, mais radieuse. Elle roula lentement à travers la ville, regardant les rues familières avec de nouveaux yeux. Elle passa devant le garage, qui avait maintenant une nouvelle enseigne. Garage Leclerc et Filles, elle avait tenu à inclure Léa dans le nom. Elle passa devant l'école, dans le hangar, où il y avait encore des ballons oubliés se balançant au vent. Elle passa devant le domaine Sainte-Hélène, où elle pouvait voir au loin la moissonneuse-batteuse John Deere 760 travailler, cette machine qui avait tout changé. Chez elle, une petite maison simple de 2 chambres qui avait appartenu à ses parents et qui était maintenant la sienne. Juliette prit un long bain, mit un pyjama confortable, se prépara un thé. Elle s'assit sur la terrasse arrière avec son vieil ordinateur portable, regardant le ciel étoilé. Elle ouvrit son email. Il y avait un message d'une journaliste de Paris qui voulait faire un article plus long sur elle pour un magazine national. Il y avait une invitation à participer à un podcast sur l'entrepreneuriat féminin. Il y avait 3 emails d'agriculteurs de différentes régions qui voulaient engager ses services, et il y avait un email de Renata de la direction régionale de l'agriculture. « Juliette, le président du conseil régional a eu vent de votre projet et souhaite vous rencontrer. Il envisage d'étendre le modèle de votre école à 50 communes de la région comme projet pilote. Seriez-vous intéressé à coordonner cela? Appelez-moi quand vous pourrez. » Juliette ferma lentement son ordinateur portable. Elle respira profondément l'air frais de la nuit. Elle entendit les grillons chanter, le vent dans les arbres, le monde tranquille et vaste autour d'elle. Tout avait commencé 6 mois auparavant par une humiliation, par un homme criant « Fichez le camp, bon à rien !» Tandis que d'autres riaient, cela avait commencé par la douleur familière des préjugés, de l'incrédulité, du manque de respect, mais cela s'était terminé. Eh bien, cela n'était pas encore terminé, cela ne faisait que commencer, car maintenant, pour la première fois, elle n'était pas seule. Elle avait 38 élèves diplômés, elle allait avoir Léa qui travaillait avec elle allait avoir d'autres promotions, d'autres projets, d'autres possibilités. Et en chacune de ces jeunes filles, dans chaque avenir qu'elle avait aidé à ouvrir, Oswald Leclerc continuait de vivre. Ses mains continuaient à réparer. Sa sagesse continuait d'être transmise. Juliette prit son téléphone portable, rouvrit cette conversation avec le contact papa et écrivit un autre message qu'il ne lirait jamais. « Papa, je ne sais pas si tu peux entendre d'où tu es, mais si tu peux, je voulais que tu saches. Nous avons gagné. Non seulement moi, mais nous toutes les filles qui ont été traitées de bonnes à rien, qui ont été renvoyées, qui ont été rabaissées. Nous avons prouvé que le savoir n'a pas de genre, que la compétence n'a pas de genre, que la dignité n'a pas de genre.
Et tu te souviens de cette promesse que je t'ai faite à l'hôpital il y a des années de ne jamais cesser de faire ce que je sais faire? Je l'ai tenue, papa, et je continuerai à la tenir, parce que tu avais raison. Le travail parle plus fort. Je t'aime pour toujours, ta Juliette. Elle rangea son téléphone, essuya une larme tenace qui coula et sourit. Au loin, à travers les arbres, elle pouvait voir les lumières de la ville. Chacune de ces lumières était une maison, une famille, une histoire. Et dans certaines de ces maisons, il y avait maintenant des jeunes filles qui s'endormiraient en rêvant de moteurs, d'outils, de machines. Des jeunes filles qui se réveilleraient demain en sachant qu'elles pouvaient être ce qu'elles voulaient. Et ça, pensa Juliette, ça valait plus que n'importe quelle reconnaissance, n'importe quel prix, n'importe quelle célébrité, parce qu'en réalité, au fond, il ne s'agissait pas de réparer une moissonneuse-batteuse, il s'agissait de réparer le monde, un rouage à la fois. Et le travail, comme toujours, ne faisait que commencer. Message final. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes identifié à la lutte de Juliette, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà été sous-estimé par les préjugés, mais qui a prouvé sa valeur par la compétence et la persévérance, vous n'êtes pas seul. Il existe des milliers de Juliettes en France qui luttent pour être entendues, pour être respectées, pour avoir la chance de montrer de quoi elles sont capables. Cette histoire a été inspirée par des personnes réelles, des mécaniciennes, des ingénieurs, des techniciennes, des femmes qui, chaque jour, affrontent les préjugés, mais qui, avec dignité et excellence, ouvrent des chemins pour celles qui viendront après elles. Si vous souhaitez continuer à suivre des histoires comme celle-ci, des histoires réelles de dépassement, de lutte, de victoire contre les probabilités, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Nous nous battons pour atteindre les 1000 abonnés, et chaque personne qui nous rejoint aide à amplifier ces voix qui doivent être entendues. Cliquez sur le bouton rouge « S'abonner » et activez la clochette de notification pour ne manquer aucune histoire. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Votre présence compte, votre voix compte, et tout comme Juliette, vous pouvez aussi faire la différence dans le monde. À la prochaine histoire.